Quand on ouvre Blender, nous avons une scène avec un cube déjà, d'autres entités, une lumière et ici une caméra. Ces entités peuvent se supprimer pour l'instant avec la touche supprime. Notre cube de base ici, déjà ce qu'il va nous falloir, c'est pouvoir circuler autour. Pour circuler autour de notre monde, on va appuyer sur la molette de notre souris pour faire une rotation autour de notre objet, un Shift, un appui sur la molette pour faire une translation, et rotation de la molette pour faire un zoom. Je supprime le cube par défaut, et ici on va pouvoir commencer une scène en créant plusieurs entités de base, un objet. En haut, vous avez un onglet Add qui vous permet d'ajouter différentes géométries. Le cube, comme on avait juste avant, mais également une plane, qui est une simple face, et d'autres entités, comme par exemple la sphère, qu'on utilise assez souvent, ou encore le cylindre. On va appeler ces objets des primitives. C'est le logiciel Blender qui les génère, et elles ont des propriétés. Ici, quand je crée, par exemple, je ne sais pas, je vais faire une sphère, par exemple, on voit que à la création en bas, nous avons une petite fenêtre qui est apparue, que l'on peut développer, et qui va nous permettre de paramétrer cette primitive. Par exemple, le nombre de segments qui la composent, vous voyez, elle est composée de faces, et on peut réduire ou augmenter ce nombre de faces. On peut aussi réduire ou augmenter le nombre de lignes sur le haut, comme sur le côté, comme j'ai fait précédemment. On peut changer la taille de la sphère. Ici, par défaut, elle est de 1 mètre. Si la sphère est déjà créée, vous pouvez ici développer un tout petit menu avec une toute petite flèche, où vous allez avoir des informations sur cette sphère, notamment l'endroit où elle se trouve dans le monde. La rotation, donc son placement dans l'univers, ses dimensions. Cet objet, comme tout autre objet, comme toute primitive, a un centre. Ici, le petit point orange. Ce centre va être important pour la modélisation. On va pouvoir le laisser en plein centre de l'objet, mais on pourra aussi le déplacer. Après avoir appris à déplacer notre caméra dans l'espace, comme on l'a fait précédemment, on aura besoin de déplacer l'objet lui-même dans ce monde. Ici, il se crée à la croisée des axes X, Y et le Z qui est vers le haut. Donc, suivant ce que l'on a à faire, on a besoin de le déplacer. Ici, nous avons les 3 outils principaux de la 3D, des outils qu'on retrouve dans tous les logiciels 3D. Il s'agit de Move, Rotate et Scale. Move nous fait apparaître ce que l'on appelle un gizmo, une aide qui nous permet de déplacer. On peut la saisir par un des axes pour déplacer notre objet suivant cet axe-là. On peut aussi sélectionner les petits carrés qui se trouvent à la jonction de 2 directions pour les déplacer dans 2 directions. Ou alors on peut saisir carrément au centre et là le déplacer dans n'importe quelle direction. CTRL Z me permet de revenir en arrière comme tout logiciel.
Le rotate, c'est la même chose. On a des axes prédéfinis pour tourner autour de ces axes-là. Ou alors, on a une zone grise centrale qui nous permet de le faire bouger n'importe comment. Un troisième cercle qui entoure la totalité en blanc nous permet de faire tourner la caméra nous permet de faire tourner l'objet par rapport à la caméra. D'accord? Il tourne toujours perpendiculairement à l'axe de la caméra. Enfin, le scale. Le scale permet, quand on le prend en plein centre, d'agrandir notre cube, ou alors, en le prenant par une poignée, de l'allonger dans un sens, dans une direction ou une autre. Pareil, on a des petits carrés qui nous permettent de faire deux directions en même temps. En 3D, il y a une notion importante à comprendre. Un objet, une entité, ici, a deux niveaux. Elle a un niveau objet, c'est-à-dire l'enveloppe totale de cet objet que je peux transformer. Ici, je modifie la totalité de l'objet. Mais un objet géométrique est composé de plusieurs components ou sous-objets. Elle est composée de faces, ici, car un objet 3D est vide à l'intérieur, il est creux, ce sont des faces les unes à côté des autres. Donc il est composé de faces. Pour avoir une face, on a besoin d'avoir des arêtes, 4 arêtes pour faire une face, et de sommets, 2 sommets pour faire une arête. Donc ces 3 éléments, vertex, edge et face. Donc vertex, c'est la traduction de sommet, edge, la traduction d'arête, et face pour face. On les modifie globalement quand on est à ce niveau de l'objet. Elles subissent toutes les transformations de cet ensemble. Mais on peut les transformer indépendamment. Pour ça, il faut passer du mode objet au mode edit. Quand on est dans le mode edit, notre objet change un peu d'aspect. Et on a accès maintenant, on les voit d'ailleurs, on voit les sommets ici, les vertex, on voit les edges et les faces. Les 3 sous-objets, les 3 components, se sélectionnent en choisissant celui que l'on veut. Par exemple ici je suis en vertex, si je clique sur le vertex, je le sélectionne. Si je fais un cliquer glisser, je peux en sélectionner plusieurs. Pareil pour les arêtes. Et pareil pour les faces. Je peux maintenant donc transformer avec les 3 outils qu'on a vus précédemment ces sous-objets. Par exemple, ici, si je prends Move, je modifie l'aspect de ce cube. C'est plus une modification globale, c'est une modification d'éléments, de components de cet objet. Pour la sélection, il y a plusieurs façons de sélectionner les éléments. Je vais me mettre en mode face pour commencer l'explication. Un simple clic sur la face, je sélectionne cette face. Si je voulais ajouter une face, je ferai Shift. Ce Shift me permet d'ajouter ou, quand c'est sélectionné, de désélectionner. Donc avec Shift, on sélectionne ou on désélectionne suivant l'état de la face. On peut aussi, comme je le disais avant, faire des cadres de sélection. Tout ce qui va être dans ce cadre de sélection va être sélectionné. Toutefois, dans Blender, il y a une particularité. Ici, il ne sélectionne que ce que l'on voit depuis la caméra. Toutes les faces que l'on ne voit pas ne sont pas sélectionnées. Donc, si je voulais sélectionner la face arrière, celle-ci, je serais soit obligé de tourner puis de la sélectionner, soit je peux utiliser un outil qui est le Z. Je viens dans une zone
neutre, j'appuie sur Z, et ici j'ai plusieurs modes de vue. Si je prends wireframe, je vois mon objet en transparence, et je vois des petits points qui représentent le centre de chaque face, et ça me permet ainsi de faire un cadre et de sélectionner la face que je veux, en l'occurrence celle qui est derrière. Pareil, si je voulais sélectionner toutes les faces, alors je ferai un grand cadre de sélection, et là, toutes les faces sont sélectionnées, contrairement au mode, ici Z, je reviens en mode normal, contrairement à ce mode-là, où là, je ne sélectionnerai que celle de l'avant. Pour continuer dans les sélections, donc, on a cette façon de sélectionner, pardon, je reviens en solide, voilà. Avec Shift, on ajoute, mais on peut faire d'autres choses. Avec Alt, on va sélectionner tout un loop. On appelle ça un loop, c'est-à-dire une suite de faces logiquement organisées et adjacentes. Avec le mode contrôle, ça me permet d'aller d'une première sélection vers une deuxième sélection en empruntant le chemin le plus court. J'ai sélectionné le premier, contrôle, je sélectionne le dernier, et il trouve le chemin le plus court. En l'occurrence, il aurait pu faire par l'arrière puisque le chemin est de même distance. Ça va être pareil avec tous les autres sous-objets. Donc, je clique pour sélectionner un edge, Shift pour ajouter un edge, Shift pour enlever un edge, Alt, je sélectionne, alors ici, en l'occurrence, ça ne peut pas le faire puisqu'il n'y a pas de continuité, donc je le ferai dans un autre objet pour vous le faire voir, parce que là, j'ai pas de continuité. J'essaie de voir, oui, non, bon voilà. Et le contrôle va vous permettre, normalement, voilà, d'aller d'un chemin, enfin par un chemin, d'aller du premier au dernier. Voilà, donc ici, bien retenir, il y a un mode pour éditer les components et un mode pour éditer tout l'objet. Tout au long de votre modélisation, vous aurez besoin, parfois, de déplacer le point de pivot de votre objet. D'accord? C'est donc le centre de la masse de votre objet. Vous aurez besoin de le changer pour différentes choses, pour adapter des hauteurs, mais aussi pour caler vos objets dans l'espace de façon précise. Par exemple, le point de pivot peut se déplacer. Par exemple, si je viens en Edit Mode, que je prends toutes les faces de mon objet et que je les déplace, si je reviens en Object Mode, vous voyez que le centre de l'objet, de l'entité globale, est resté ici au centre. Parce que j'ai pris tous les composants, je les ai déplacés, mais l'objet en entier est resté, si on peut dire, au centre de l'espace. Je pourrais le faire autrement pour être peut-être plus clair. Si je prends une partie, ici, je vais prendre des faces plutôt, et que je l'agrandis, je reviens en Object Mode, vous voyez que le point de pivot de l'objet total n'a pas été modifié. Par contre, maintenant, il n'est plus au centre de cette masse. Pour le replacer en son centre, on est donc en Object Mode, Object, Set Origin, Origin to Geometry. Il va chercher le centre de la masse et le positionne. On pourrait vouloir positionner ce point de pivot à un autre endroit. Supposons par exemple que cet objet, je ne sais pas, moi je veux le faire tourner par rapport à ici le centre du monde. Dans Blender, c'est une particularité à Blender, vous avez cette petite icône qui correspond à cela. Quand j'ai cet outil activé,
je peux placer ce 3D cursor, c'est son nom, à un endroit n'importe où dans la scène. Ensuite, si je reviens sur mon objet, pardon, là il faut que je le... Voilà, si je reviens sur mon objet, je peux déplacer le point de pivot de cet objet à l'endroit du 3D cursor. Je sélectionne l'objet, Set Origin, Origin to 3D cursor. Maintenant, l'origine, le point de pivot de mon objet est ici, ce qui me permettrait par exemple de faire une rotation depuis cet endroit. Ici dans ma scène, j'ai deux entités différentes. Et pour une raison quelconque, je voudrais positionner ce cube précisément par rapport à ce cube. Par exemple, précisément juste à côté, ou précisément juste au-dessus. Pour ça, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des snaps. Dans Blender, ils se situent ici, les snaps. On les active en faisant un simple clic ou en faisant le raccourci Shift-Tab. Par défaut, ils vont être paramétrés d'une certaine façon qui n'est pas forcément celle qui ira le mieux dans tous les cas. Pour avoir une solution un peu globale qui répond à tous les cas de figure, je vous conseille de vous mettre ici en mode Vertex et ici en mode Center. À partir de là, quand vous allez attraper votre objet, et que vous allez vous approcher d'un vertex d'un autre objet, vous voyez, il va venir, boum, se caler exactement sur l'autre objet. Donc ça nous permet ici de mettre le centre, l'endroit où il y a le point de pivot, exactement sur un vertex. Ça ne me permet pas, pour l'instant, de mettre l'objet juste à côté de l'autre. Donc là, dans ce cas de figure-là, je vais utiliser une combinaison de choses. Je vais utiliser le 3D cursor. Ce 3D cursor, je vais le snapper sur un vertex de ce premier cube. Je vais déplacer mon point de pivot sur le cursor. Et ensuite, je vais snapper depuis ce point sur le cube. C'est parti. Je vais utiliser ici, donc mon snap est activé. Je vais utiliser le curseur et venir, vous voyez, il vient s'accrocher à un endroit. Donc je vais l'accrocher par exemple ici. Maintenant, je resélectionne mon cube, Object, Set Origin to 3D Cursor. Maintenant, le point de pivot de mon cube est exactement sur ce vertex. Mon snap est toujours activé. Je peux donc saisir mon objet dans toutes ces directions et venir le caler où je veux par rapport à l'autre objet. Il y a une autre notion qui est importante, c'est que ici, donc je remets mon objet un peu aléatoirement, si je voulais par exemple, donc ils n'ont pas la même hauteur, mes deux cubes, ils ne sont pas à la même hauteur, pardon, parce que pour le coup ils ont bien la même hauteur, mais ils ne sont pas positionnés dans l'espace à la même hauteur. Et je voudrais que cette face-là soit exactement à la même hauteur que ici. Je ne veux pas modifier le bas, je veux modifier juste ma hauteur. Donc pour ça, je vais passer en Edit Mode. Je vais sélectionner ici la face du haut. Et je veux maintenant la snapper à la hauteur de ce vertex. J'active mon snap. Et ici, bien sûr, je ne vais pas prendre toute la face pour venir la coller ici. Je vais prendre juste l'axe de la hauteur. Et je vais venir maintenant proche du vertex et ça va me snapper exactement à la hauteur. Je l'ai fait avec une face, mais je pourrais le faire bien sûr avec d'autres éléments. Par exemple, en vertex, prendre ce vertex, activer mon snap et la mener exactement à cette hauteur. Pourquoi pas? On peut bien sûr supprimer soit des entités avec supprime, soit en Edit Mode, des parties, des components d'un objet. Là, je prends mode face et je vais faire supprime. Quand je fais supprime, il m'ouvre ici un panneau. À noter que la touche supprime est exactement la même raccourci que X.
X va vous ouvrir le même panneau. Donc vous pouvez décider, par exemple, de supprimer une face ou plusieurs faces de votre objet. Maintenant, je vais faire un autre objet. Je vais revenir en Object Mode. Je vais créer un cylindre, par exemple, et vous faire voir une petite nuance. Je repasse en Edit Mode, et là, je vais me mettre en Edge. Si je prends un Edge et que je décide de détruire un Edge, il va me détruire tous les components qui sont dépendants de ce Edge, donc les deux faces à côté. Il y a une différence entre ça et ici, au lieu de mettre détruire le Edge, dissolve Edge. Dissolve Edge, il détruit le Edge, il détruit les vertex qui lui sont associés, les sommets qui lui sont associés, et recrée une face correcte. Voilà pourquoi vous avez plusieurs façons de détruire les choses dans Blender. Ici, une petite scène avec un plan incliné. Le gizmo, qui se met en fonction de l'outil que l'on a et qui est placé au centre, au point de pivot, pardon, de votre entité, a une orientation qui est la même que celle du monde. Votre monde a des orientations X, Y, Z vers le haut, et vous voyez que les orientations sont strictement les mêmes ici sur votre objet. Si je faisais une rotation de mon objet et que je reprenais Move, vous verrez que le gizmo est exactement pareil. Il est resté comme les axes du monde. Que je prenne Rotate, Move ou Scale, les trois gizmos sont orientés comme le monde. Or là, je suis dans un cas de figure un peu particulier. J'ai fait mon cube et mon but est de le placer très précisément sur la pente. Bon, là, c'est pas très précis en l'occurrence, mais voilà, on va essayer d'arranger un tout petit peu. Voilà, clac. Voilà. Donc j'ai placé mon cube très précisément sur mon plan et ça m'a mis un certain moment et une précision plus ou moins pénible à faire. Maintenant, je me dis, ce cube, finalement, je l'ai mal placé. Je voudrais le placer plutôt vers le bas ici. Donc, ça va me demander de recommencer cette opération un peu précise de placement. Alors ça, c'est un cas de figure, un exemple que je donne pour vous expliquer cette orientation des axes. Un objet, quand il a été transformé, et notamment avec les rotations, vous pouvez lui demander d'afficher soit les axes globaux, ceux du monde, soit ses axes à lui local, ses axes personnels. Pour faire ça, vous avez un onglet en haut qui vous dit dans quel mode vous êtes. Ici, on est en global, c'est pour ça que le gizmo ne change pas. Si je passe en local, on voit que le gizmo se transforme et adopte la rotation que j'avais fait précédemment. C'est une notion importante en 3D, l'orientation des gizmos. En 3D, pour construire des objets complexes, on va toujours, quel que soit le logiciel, utiliser un peu les mêmes fonctions, les fonctions les plus utilisées, après bien sûr le Move, Rotate et Scale. Toutes les fonctions de transformation de notre géométrie vont plutôt se trouver en mode Edit Mode, bien sûr. La première fonction, c'est peut-être celle que l'on utilise le plus. Pardon, j'ai fait une petite erreur. Ça va être la fonction d'extrusion. Qu'est-ce qu'une extrusion en fait? C'est le fait de sélectionner une face, prendre l'outil Extrude et tirer sur la poignée. Ce que ça nous fait, c'est que ça a déplacé la face que j'avais sélectionnée, ça l'a déplacée vers le haut, et ça a créé la géométrie intermédiaire
par rapport à la première face, enfin par rapport à son premier emplacement, pardon. Et ainsi, avec de simples extrudes, on peut créer des choses déjà qui commencent à devenir beaucoup plus complexes. L'extrude a plusieurs modes. Quand on laisse appuyer sur l'extrude, on voit qu'il y a plusieurs façons d'extruder. La dernière n'est pas vraiment intéressante, mais les trois autres sont impératifs. Il est impératif de les connaître. Donc si vous prenez une seule face, quel que soit le mode, vous ne verrez pas beaucoup de différence. Ces différents modes sont surtout utiles quand vous avez de multiples sélections. Donc ici j'ai sélectionné ces deux faces. Je l'ai laissé comme il est par défaut, extrude région, et je tire. En fait, les deux faces sont extrudées en faisant dans la direction en fait moyenne entre les deux. La direction de cette face, c'était sur l'axe X. La direction de la face d'avant, c'était sur l'axe Y. Donc, il part à 45 degrés entre les deux. Ça, c'est la première version. Maintenant, la deuxième version. Ici, je tire. Elles sont bien liées. Les deux faces sont bien liées, mais partent chacune, ont tendance, là, en fait, il y a un petit bémol, ont tendance à partir chacune dans leur propre direction. Ici, vous voyez qu'il y a cependant un petit bug. Sachez qu'il se corrige, ce petit bug, en cliquant dans le menu, quand vous faites juste l'extrusion, en cliquant sur Offset Event. Et là, du coup, le truc est évident. On voit bien qu'on tire dans les directions des faces. Le troisième mode, c'est Extrude Individual. Ça va nous faire la même chose, sauf que les deux faces vont rester indépendantes. Elles ne sont pas jointes, elles sont indépendantes, tout simplement. Une deuxième fonction extrêmement utilisée et qui, dans les autres logiciels, comme 3ds Max ou Maya, on va retrouver souvent lié à l'extrude, enfin en tout cas dans Maya. C'est le Inset. En fait, dans 3ds Max, c'est pareil, c'est une fonction à part qui s'appelle aussi Inset. L'Inset, c'est une extrusion un peu particulière. Elle permet de créer, de déplacer la face, non pas en la déplaçant comme avec l'outil Move, mais en la scalant. Elle la scale, donc la rend plus petite et crée la géométrie qui la relie à son point de départ. Donc c'est une fonction qu'on utilise bien sûr beaucoup. Une autre fonction très utilisée va être toutes les fonctions de cut. C'est-à-dire qu'on a un objet, toujours en edit mode. Hein. Ici, je suis toujours en edit mode. Et je veux, ici par exemple, je me dis, ah, si j'avais eu un autre segment comme celui-ci, mais ici, j'aurais pu faire quelque chose de particulier. Mais je ne l'ai pas fait. Alors bon, bien sûr, hein, vous allez me dire, on pourrait le faire maintenant, c'est-à-dire redescendre cette face et recommencer une extrusion. Voilà, comme ça. On pourrait le faire comme ça, maintenant j'ai la face que je désirais. Mais des fois, vous avez tellement avancé dans la modélisation que ça n'est plus possible à faire. Donc vous avez besoin de maillage, vous avez besoin ici d'une section pour avoir ce plan. Le Loop Cut va vous permettre de venir comme ça sur votre géométrie et il va vous proposer, tant que vous n'avez rien fait, des cuts en jaune. Si je clique et que je laisse appuyer, je peux amener ce cut à l'endroit que je veux. Quand je vais lâcher, le cut est réalisé et j'ai maintenant, ici, pardon, je ne suis pas en mode face, j'ai la face que je voulais. Donc le Loop Cut, c'est pour découper toute une entité, tous les components d'une entité, sur tout le pourtour. La même chose
en un peu plus souple, mais plus dangereux, si je puis dire. C'est le knife, couteau. Quand vous venez avec le knife sur un sommet, vous cliquez et vous pouvez faire le cut que vous désirez, en venant en général de sommet en sommet. Une fois que vous l'avez cuté comme ça, pour valider ce cut, il va vous falloir faire la touche Entrée, Enter. Et alors, le cut est validé. Il faut faire attention avec ce genre d'outils, ne pas faire ce que l'on appelle des n-gon. Par exemple, ceci. Ça va le valider, le logiciel va se débrouiller pour faire des jonctions un peu logiques, mais ici, vous avez de grosses erreurs de topologie. Une dernière fonction très importante, et qui ne se trouve pas ici, qui ne se trouve pas dans ces outils-là, c'est le bridge. Alors le bridge dans Blender est particulièrement efficace. Le bridge, c'est ça, c'est quand vous avez une face, on va regarder celle-ci par exemple, qui est supprimée, c'est-à-dire vous avez des endroits dans votre géométrie où il y a des trous. Voilà. Et vous voulez remplir à nouveau ici cette zone. Ici, ça va plutôt, les bridges vont plutôt se faire en mode edge. Vous sélectionnez deux edges qui se font face, et ici vous pourriez aller chercher la fonction bridge. Mais pour le coup, alors je ne sais plus, elle doit être dans edge, voilà, bridge edge loops. Ici, cette fonction est tellement bien faite dans Blender que je vous conseille de connaître plutôt le raccourci clavier. Il vous suffit, je vais revenir en arrière, quand une topologie est comme ça, il comprend tout de suite, tout seul, les trous. Et avec la touche F, il reconstruit immédiatement la topologie. Voilà le bridge. En fait, il faut comprendre sa philosophie au bridge, c'est faire un pont entre deux edges. Une autre chose que vous aurez à faire très souvent, c'est faire des soudures de points. On peut imaginer que par exemple, notre objet ici, on voudrait qu'il vienne ici, comme ça, au lieu d'être carré, pam pam, on voudrait qu'il vienne en triangle ici. Je passe en Edit Mode, en mode Vertex, donc ce que je veux, c'est ce point, venir l'amener ici, mais pas juste que les deux points soient l'un sur l'autre. Je veux vraiment les souder, qu'il n'y ait plus qu'un point à la fin. Parce que si je les amenais les uns sur les autres, vous voyez ici, cette face-là, elle resterait, elle existerait, elle serait invisible, mais elle existerait. Et ça serait une erreur de topologie. Donc ce que je veux, c'est vraiment que celui-ci et celui-ci ne deviennent plus qu'un seul point. Je vais les sélectionner tous les deux, et je vais faire un Alt-M. Donc c'est Merge, et vous pouvez certainement le trouver ici, Vertex, Merge Vertices. Alors pourquoi Vertices? Parce que Vertices, c'est le pluriel de Vertex. Donc c'est la même chose, et vous pouvez choisir plusieurs types de soudure. Le souder du premier sélectionné vers le deuxième sélectionné, du deuxième sélectionné vers le premier, je ne sais pas si je ne me suis pas trompé, au centre, c'est-à-dire qu'ils vont aller à mi-chemin. Au curseur 3D, bon ça c'est plus rare. Donc par exemple si je fais Add Center, voilà, ils se sont soudés au milieu entre les deux. Add First, c'était celui-là que j'avais soudé en premier, donc il vient se souder, etc., etc. Une fonction que l'on utilise aussi beaucoup. On veuille travailler en miroir, c'est-à-dire faire un côté d'un objet et que ce côté se répète de l'autre, enfin se répète symétriquement en miroir de l'autre côté. On ferait une modification ici qui se répercuterait exactement de l'autre côté. Alors pour faire ça, j'ai à peine modifié mon objet précédent en enlevant les faces qui étaient d'un côté. Je place mon objet, vous voyez, d'un côté de l'axe Y. La première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est déplacer mon point de pivot. Mettre le point de pivot ici,
sur ce bord, parce que le miroir va se passer par rapport à ce centre. Shift, clic droit, je viens placer mon curseur. Alors je vais utiliser les snaps juste ici. Et puis ensuite, je vais changer l'origine au 3D curseur. Voilà. Pour faire cette symétrie, je vais aller dans les modifieurs ici et je vais choisir Mirror. Maintenant, on a un miroir de cet objet. Il y a plusieurs options. On peut faire le miroir sur d'autres axes. Donc là, c'est tous les axes qui sont activés. Voilà. Et maintenant, si je fais des modifications ici, je suis passé en Edit Mode, que je fais des modifications, elles se répercutent de l'autre côté. Je n'aurai qu'à travailler ce côté pour avoir la totalité de mon objet. Quand ça sera OK, il me suffira d'appliquer le modifieur pour définitivement valider cet objet, qui maintenant est une entité dans laquelle on peut prendre des éléments séparément et les modifier. J'ai ici modélisé un petit objet simple pour expliquer comment appliquer une texture, une image, sur un objet. Déjà, il faut comprendre en 3D qu'une texture n'est pas mise directement sur un objet. C'est un matériau. Un matériau est directement sur un objet. Et sur le matériau, il y a une texture. Donc vous voyez, il y a une espèce d'intermédiaire. Ce n'est pas la texture directement sur l'objet. Il y a un intermédiaire qui est le matériau. Donc la première chose à faire, c'est de prendre notre objet et de lui mettre un nouveau matériau. Ici, à droite, vous avez un onglet Material Properties qui va vous permettre de faire ça. Vous allez créer un nouveau matériau, lui donner un nom pertinent. Et maintenant, votre objet est recouvert de ce matériau que vous avez nommé. Alors, ce matériau a plusieurs propriétés, notamment par exemple la couleur. Par exemple, si je mets rouge. Et par contre, vous pouvez vous étonner qu'il n'y ait pas de répercussion ici, que l'on ne voit pas l'objet rouge. On ne le voit pas tout simplement parce qu'on est dans un mode en fait un peu plus économique, ici qui est le mode shading. Si vous cliquez sur celui juste à côté, votre objet va apparaître avec le rouge que vous venez de mettre. Ici donc, on va, au lieu de pouvoir mettre simplement une couleur, on va pouvoir, en cliquant sur cette petite icône, venir mettre une image. Le problème, c'est que ici, si je mets une image, donc ici j'ai mis la première image qui me tombait sous la main, vous voyez, on ne comprend rien du tout à l'image. Elle est complètement déformée et elle semble baver le long de notre objet. Pourquoi? Bien parce qu'on n'a pas développé les UV de notre objet. Je vais enlever cette image que je viens de mettre et vous faire voir ça tout de suite. La première chose que l'on va faire pour déplier les UV de notre objet et donc pouvoir lui appliquer une image correctement, c'est passer ici en mode UV Editing. Dans le mode UV Editing, nous avons une vue perspective comme tout à l'heure à droite et une vue ici de nos UV. La première chose que je vais faire ici, c'est écraser toutes les données qui sont restées héritées du premier cylindre que j'avais fait pour créer cet objet. Je vais sélectionner toutes les faces. Vous pouvez sélectionner toutes les faces avec la touche A. Donc je sélectionne toutes les faces et je vais aller faire... Alors le problème c'est de les trouver, pardon, c'est ici, UV, vous avez deux icônes UV, ici deux menus UV, on pourrait penser que c'est les mêmes, mais ça n'est pas le cas. Project from View.
ici, vous voyez, je reconnais l'objet dans la même vue que celle que j'ai ici. Par exemple, si je change l'angle, je prends toutes les faces, UV, Project from View, et vous voyez que ça change en fonction de la caméra. Le seul intérêt ici pour moi, c'est d'écraser toutes les données qu'il y avait au début. Maintenant, il va falloir que je choisisse des endroits où je vais découper cet objet. Pour ça, je vais me mettre en mode Edge, tout désélectionner, et faire des découpes dans mon modèle. Je vais sélectionner déjà tous les edges du bas, clic droit, marque Sim. Je vais sélectionner par exemple tout cela, clic droit, marque Sim. Et ainsi de suite pour tout l'objet, aux endroits qui me semblent pertinents bien sûr. Ici, puisque j'ai découpé ici et ici, il y a un paquet, un island qui s'est créé. Je peux le sélectionner avec L. Et je vois qu'ici, par exemple si je fais L sur l'autre partie, vous voyez, ça me sélectionne tout le reste. Ici, en ayant fait deux découpes, c'est une partie à part que je peux donc sélectionner avec L. Cette partie dans les UV, je peux la déplacer et je peux lui demander ici tout de suite de la déplier. Pour déplier, clic droit, Unwrap. Et il m'a déplié cette partie. Donc, on peut faire comme ça, par exemple une autre, en faire un tout petit peu plus. Ici, j'ai sélectionné tout le pourtour de ce manche. Je reviens en mode face. L. Ah, donc j'ai dû en oublier un. Vous voyez, si je... pardon, je les ai sélectionnés, mais j'ai pas fait la découpe. Donc, clic droit, marque Sim. Voilà. Je sélectionne l'island. Et là, si je le dépliais, il se déplierait mal. Imaginez cette pièce en carton, par exemple, ou en papier. Il est impossible de la déplier puisqu'elle n'a pas d'ouverture. Elle n'a pas de coup de ciseaux qui lui permettrait de se déplier. Donc là, il faut que je découpe un peu plus mon objet. Donc là, je ne sais pas si je vais être suffisant, mais je vais y aller petit à petit. Marque Sim. Je reprends toutes mes faces. Unwrap. Donc, j'y suis presque, mais je vois ici qu'il y a de la déformation. Voilà. Et ainsi de suite, pour découper toutes mes pièces, qu'elles deviennent des pièces à plat, que je vais pouvoir organiser dans le carré ici. Pour les organiser, il faudra toutes les sélectionner et ensuite faire Pack Islands. Ça va m'organiser toutes les pièces. Donc ici, bien sûr, je n'ai pas terminé, mais ça m'organisera toutes les pièces dans l'espace UV. À partir de là, je pourrais faire un export UV layout pour pouvoir créer ma texture dans un logiciel comme Photoshop, par exemple. Donc les fonctions du dépliage UV ne sont pas très nombreuses. Petit 1, on écrase toutes les données qu'on avait avant avec Project from View, par exemple, parce qu'on pourrait faire d'autres choses. Là, je vais dans un seul chemin. Ensuite, en mode Edge, on va sélectionner des edges, ce qu'on veut découper. On va les couper en faisant marque Sim. Puis ensuite, on va donc faire comme ça des paquets qu'on va appeler Island. C'est
paquets, on va les sélectionner avec la touche L et les déplier avec Unwrap. La totalité de notre scène, on va ensuite l'ordonner dans l'espace avec ici UV Pack Island.